La simplicité est la sophistication suprême. Cette citation de Léonard de Vinci se prête merveilleusement bien au meilleur Star Wars jamais réalisé. Le meilleur Star Wars, on parle ici bien évidemment de l'épisode 4. Avec une petite poignée de moyens et une gigantesque dose de stress, Lucas a conçu non seulement le meilleur Star Wars, mais aussi l'un des meilleurs films jamais réalisés. Cette vidéo dresse la liste des 3 éléments qui font de ce film un joyau du cinéma. Ils sont tous aussi incroyables les uns que les autres et restent bien jusqu'à la fin car le dernier implique la présence de Dieu. Oui, rien que ça, tu vas être choqué. Non, je ne parlerai pas des effets spéciaux, car d'une part, on fait beaucoup mieux aujourd'hui, et d'autre part, George Lucas a remasterisé ses films plus de fois qu'il y a eu de Premier ministre sous Macron. Ça rend donc l'analyse des effets visuels sans intérêt. Au contraire, les 3 éléments exceptionnels que tu vas découvrir sont des qualités qui sont toujours d'actualité aujourd'hui, malgré l'âge du film, et seront toujours exceptionnelles dans 40 ans. Et non, parmi ces 3 éléments, nous ne parlerons pas des scènes de combat de sabre, qui, je te l'accorde, sont tellement rouillées qu'Obi-Wan Kenobi aurait dû s'appeler Obi-Wan Playmobil. En revanche, si tu veux vraiment plonger dans l'art des sabres laser, chose que je t'invite à faire, sache que l'un de nos illustres abonnés, Philippe, véritablement passionné, a écrit le premier ouvrage technique au monde sur l'art de manier les sabres laser. Un livre à destination de tous, débutants complets ou experts, et qui t'enseigne les fondamentaux tout en t'immergeant dans l'univers de Star Wars. Les mouvements sont codifiés et expliqués avec la plus grande clarté. Tu y trouves tous les conseils de positionnement, les postures offensives, les parades, les esquives, les trajectoires détaillées des sabres. Et t'as même un QR code qui t'amène sur la page YouTube pour visualiser les enchaînements en vitesse réelle. Et tu sais ce qui est le plus incroyable? C'est que le livre est gratuit pour que le plus grand nombre puisse y accéder. Et tu n'as pas besoin de faire 12 parsecs pour te le procurer. Je te mets le lien dans la description. Fonce. Et maintenant, partie 1. Les méchants. Regardons comment les autres s'en sortent. À de rares exceptions près, Marvel excelle dans l'art de faire ce qu'il ne faut surtout pas faire. Des méchants en carton. Whiplash dans Iron Man 2, un type sans charisme qui parle avec un accent russe complètement ridicule et décide de mourir parce que quand tu gagnes facilement contre les 2 héros, mais qu'il faut quand même finir le film, retire ton casque pour te prendre un double rayon d'énergie dans les gencives sans raison. Malekith dans Thor 2, prix Nobel de la honte. Un sachet de M&M's vide fait plus peur que cette apprentie stripteaseuse. Aldrich Killian, stagiaire. Ronan, inutile. Yellow Jacket, microscopique. Et pour des raisons de dignité humaine, je vais me retenir d'évoquer le méchant de Captain America 4. Tu l'auras compris, 98% des méchants du MCU sont en réalité des burgers de chez McDonald's. Tu les as vus dans la pub, t'as immédiatement pensé que t'allais bien manger, mais une fois que t'es devant, tu réalises que ces plats est sans saveur. C'est vite consommé, vite oublié, et t'as perdu 20 balles. Dark Vador, en revanche, te marque encore près de 50 ans après, comme la brûlure infligée par un sabre laser. Clique maintenant sur le bouton booster afin de propulser cette vidéo dans les tendances de YouTube. Dark Vador, c'est le méchant impossible à piéger car il comprend toutes les manœuvres des gentils. Les héros viennent tout juste d'entrer dans l'étoile noire et se déguisent en Stormtroopers pour cacher leur véritable identité. Vador ressent et identifie immédiatement la présence hostile d'Obi-Wan, son ancien maître. Dark Vador, c'est le méchant qui sait se faire respecter par les rebelles, mais qui sait surtout se faire respecter par les siens. Ce qui nous donnera une scène culte fantastique dont nous reparlerons dans quelques instants. Crois-moi sur parole. L'iconicité des antagonistes de Star Wars épisode 4 repose sur une construction narrative et visuelle d'une simplicité redoutable qui contraste radicalement avec la complexité souvent artificielle des méchants contemporains. Dark Vador incarne l'archétype du mal absolu avec une cohérence parfaite. Sa présence physique, avec notamment le masque, la cape noire, la respiration mécanique, le tout fonctionne comme un condensé visuel et sonore de la menace. Cette simplicité archétypale permet une identification immédiate du danger, là où les blockbusters modernes multiplient les retournements de situations alambiquées et les motivations complexes qui diluent souvent l'impact émotionnel. Sur ce point, l'année 2012 a été un grand cru. 1. Avengers, avec Loki qui décide de se laisser capturer parce que Monsieur est un génie, donc il va tenter de détruire les Avengers de l'intérieur. 2. La même année, on a The Dark Knight Rises, avec Bane, qui se laisse capturer parce que Monsieur est un génie, donc il va tenter de détruire Gotham de l'intérieur.
Ça faisait partie du plan de se faire capturer? Bien sûr! 3. La même année, on a James Bond Skyfall avec Javier Bardem qui se laisse capturer parce que monsieur est un génie, donc il va tenter de détruire les services secrets britanniques de l'intérieur. Bref, revenons à l'épisode 4. Le génie de Lucas s'exprime aussi dans la terreur par l'économie de moyens. Lucas comprend qu'un méchant efficace n'a pas besoin d'exposition psychologique extensive. La première apparition de Vador, cette silhouette noire qui franchit la fumée dans le couloir du vaisseau rebelle, suffit à établir sa dangerosité. Le mal pur permet au bien de briller par contraste. Dark Vador, c'est aussi un design iconographique qui s'oppose à la surcharge visuelle. Le design de Vador puise dans l'imagerie universelle, le chevalier noir, le samouraï, l'officier nazi, créant une reconnaissance immédiate transculturelle. Les méchants de blockbusters actuels, souvent surchargés d'effets visuels et de détails, peinent à créer cette simplicité mémorable. Le casque de Vador est devenu un symbole culturel, là où peu d'antagonistes récents atteignent cette portée iconographique. Lucas ne nous offre pas seulement un méchant, il nous offre un empire comme système oppressif clair. L'Empire galactique représente une dictature facilement identifiable, inspirée du nazisme et de l'autoritarisme soviétique. C'est limpide. Cette clarté idéologique permet aux spectateurs de comprendre immédiatement les enjeux. Les blockbusters modernes, en revanche, multiplient souvent les factions et les retournements qui brouillent la lisibilité du conflit central. Ce qui nous amène à la meilleure scène du film, selon moi, celle où les protagonistes prennent en chasse un TIE Fighter qui se promenait tout seul dans l'espace et qui a l'air de rentrer vers une lune. Sauf qu'en réalité, ce n'est pas une lune, c'est l'étoile noire. On perçoit tout de suite un changement d'ambiance dans le Faucon Millennium, les visages s'obscurcissent, la crainte prend le dessus. Même Obi-Wan et Han Solo, qui sont sans cesse en opposition depuis le début, se mettent enfin d'accord pour faire demi-tour. Mais là, la fuite est impossible. Cette scène cristallise la puissance de l'irrésistibilité du mal. Impossible de faire demi-tour, vous êtes attiré dans le monstre de métal. Le prédateur spatial est là, il vous a vu, vous ne pouvez y échapper. Cette caractérisation du mal est sans commune mesure, c'est du jamais vu dans toute l'histoire du cinéma. Alors pour conclure sur les méchants, ils ont eu un impact culturel durable, car ils ont traversé des décennies sans perdre leur pouvoir d'évocation, preuve de leur construction solide. Ils sont devenus des références culturelles universelles, citées bien au-delà du cercle des amateurs de science-fiction. La force des méchants de l'épisode 4 réside paradoxalement dans leur refus de la modernité narrative. Ils assument pleinement leur fonction d'obstacle absolu aux héros, sans chercher à séduire par leur complexité ou leur humanité. Cette radicalité, devenue rare dans le cinéma blockbuster actuel, explique leur statut d'étalon hors de l'antagonisme cinématographique. Mais George Lucas ne s'arrête pas là, il nous apporte ce deuxième élément incroyable. L'iconicité intemporelle des protagonistes de Star Wars épisode 4. Eh bien on peut la décrire par l'absence de nuances psychologiques. Luke Skywalker incarne parfaitement le héros monomythique de Joseph Campbell. Un jeune homme ordinaire appelé à l'aventure, guidé par un mentor sage, confronté à des épreuves qui révèlent sa véritable nature. Cette simplicité contraste avec les protagonistes actuels, souvent tourmentés par des traumatismes complexes et des motivations ambiguës. Regardez cette scène fabuleuse qui marque la fracture dans le monde de Luke. Il désire plus que tout quitter sa planète où il est voué à une existence de fermier, mais il sait qu'il ne peut pas abandonner ses oncles et tantes adoptifs. Jusqu'au moment où il retrouve leurs cadavres brûlés aux lance-flammes. Observez le changement dans son regard. Magnifique. Il vient d'entrer dans un nouveau monde. Princesse Leia brise les codes de la demoiselle en détresse traditionnelle, tout en conservant sa dimension royale et noble. Elle commande, se bat et dirige la résistance avec une autorité naturelle. Han Solo représente l'anti-héros charismatique par excellence. Cynique en surface mais fondamentalement loyal, il suit une trajectoire de rédemption claire et satisfaisante. Pour moi, le moment de bascule est opéré dans une réplique hors du commun. Juste avant la bataille finale, Han Solo abandonne ses compagnons d'aventure et part avec l'argent. On peut clairement lire la déception et l'agacement sur le visage de Luke. Quand soudain, Han Solo, l'homme qui n'a jamais cru en la force, déclare « Hé, Luke. Luke, que la force soit avec toi. » Les répliques d'Obi-Wan Kenobi sont la fenêtre vers le passé et créent de la profondeur temporelle dans cet univers tout juste créé. Obi-Wan Kenobi, le sage, le Gandalf intergalactique. Obi-Wan Kenobi, ce sont des répliques aussi tranchantes que son sabre laser et drôles. C'est quoi la cargaison? Juste des passagers. Moi-même, ce jeune homme,
Et aucune question indiscrète. Nous avons déjà abordé ensemble Dark Vador, mais comme promis, il est temps de s'arrêter sur une scène cultissime. La grande réunion des hauts gradés au sein de l'Étoile Noire, quand soudain éclate une querelle. Il y a le camp de ceux qui croient en la capacité de destruction illimitée de l'Étoile Noire, et il y a Vador, seul dans son camp, qui estime que ce vaisseau n'est rien face à la puissance de la Force. Un arrogant se moque de Vador. Soudain, Vador nous offre une réplique culte bien plus terrifiante que le « Je suis ton père » dans l'épisode 5. Votre manque de foi me consterne. Et écoutez en VO l'aspect vicieux de son timbre vocal lorsque Tarkin lui demande de relâcher sa victime. Vader, release him. As you wish. Tous ces personnages puisent dans un imaginaire collectif occidental, à savoir la mythologie gréco-romaine, les contes de fées, les westerns, ce qui les rend immédiatement déchiffrables pour un large public. Luke évoque autant Perceval que les héros de John Ford. Leia combine la princesse de contes de fées et l'héroïne de guerre. Han Solo réunit le cow-boy solitaire et le pirate romantique. Ces personnages sont devenus des références culturelles partagées précisément parce qu'ils cristallisent des aspirations humaines fondamentales. Le désir d'héroïsme de Luke, d'autorité légitime pour Leia, de liberté romantique pour Han. Cette simplicité assumée, loin d'être un défaut, constitue la clé de leur immortalité cinématographique. Et enfin, dernier élément qui vient rendre ce film divin, c'est l'intervention de Dieu tout au long de ce film. Comme promis, nous y sommes, Dieu a un nom, et son nom, c'est John Williams. Williams opère une révolution conservatrice à une époque où le cinéma des années 70 privilégiait les musiques pop, rock ou minimalistes. Williams réintroduit l'orchestre symphonique complet avec une ampleur wagnérienne. Cette approche néo-romantique crée immédiatement une distanciation avec la réalité contemporaine, transportant le spectateur dans un univers mythologique intemporel. Le London Symphony Orchestra, dirigé par Williams lui-même, déploie une palette sonore d'une richesse orchestrale que peu de compositeurs contemporains osaient encore employer au cinéma. Williams a construit un véritable réseau de thèmes interconnectés, directement inspiré de la méthode wagnérienne des leitmotivs. Chaque personnage, faction, concept ou émotion possède son identité musicale propre. Le thème principal de Luke, héroïque et ascendant, évoque immédiatement l'archétype du héros en devenir. La marche impériale, bien qu'absente du premier film, trouve ses prémices dans les harmonies menaçantes associées à l'Empire. Le thème de Leia, noble et gracieux, personnifie la résistance digne face à l'oppression. Les thèmes évoluent, se combinent, s'opposent, créant des sous-textes émotionnels que le dialogue seul ne pourrait exprimer. Quand le thème de Luke se mêle à celui de la Force, Williams exprime musicalement la découverte spirituelle du personnage sans qu'un seul mot soit prononcé. Williams assume une identité esthétique du grandiose. Sa musique ne cherche pas le réalisme ou la discrétion, elle amplifie, magnifie, mythifie chaque instant. La musique de Williams ne se contente pas d'accompagner l'action, elle la structure. L'ouverture avec le crawl textuel porté par le thème principal tonitruant établit immédiatement un contrat narratif avec le spectateur. Cette séquence purement musicale, révolutionnaire pour l'époque, démontre la confiance de Lucas en la puissance évocatrice de la musique. Williams puise dans un langage musical occidental classique, certes, mais il en extrait les archétypes émotionnels universels. Ces mélodies évoquent immédiatement l'héroïsme, la mélancolie, la menace ou l'espoir, sans référence culturelle spécifique. L'intemporalité de l'approche williamsienne explique pourquoi, près de 50 ans après sa création, cette musique résonne encore auprès de nouvelles générations sans paraître vieille. Concluons en disant que John Williams apporte un modèle inégalé de symbiose audiovisuelle. Une musique qui ne se contente pas d'être efficace, mais devient mémorable, qui ne cherche pas seulement à servir l'image, mais crée sa propre mythologie sonore. En ressuscitant l'âge d'or hollywoodien tout en l'adaptant à une sensibilité moderne, Williams prouve que la tradition orchestrale classique conserve une puissance expressive inégalée pour créer des univers cinématographiques iconiques. Son œuvre demeure une référence absolue, rappelant que la musique de film peut dépasser sa fonction d'accompagnement pour devenir art à part entière. Alors Star Wars épisode 4, pour toutes ces raisons, est de loin le meilleur Star Wars et un des meilleurs films de toute l'histoire du cinéma. Il a ouvert la voie à une avalanche de suites et préquels qui ont plus ou moins suivi, singé ou ignoré son exemple. Si tu veux voir plus de vidéos Star Wars, clique sur celle qui s'affiche à droite
et tu arriveras sur ma réaction bien négative au trailer de Grogu.